Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur. Le trésorier ne va pas bénéficier directement des bénéfices de la blockchain, il va en bénéficier à travers l'utilisation d'une plateforme comme Business ou comme d'autres d'ailleurs, puisqu'on voit que cette technologie va être adoptée par un grand nombre d'acteurs avec le temps finalement. C'est l'incorporation de cette technologie dans des solutions plus larges qui viennent répondre à des besoins côté investisseur comme côté société de gestion. Peut-on mettre la technologie blockchain au service du trésorier ? Dans cet épisode, je reçois Christophe Lepitre, CEO de la société Business. Christophe va essayer de nous en convaincre en nous expliquant comment la plateforme que sa société opère permet d'acheter et de vendre des parts de fonds sans intermédiaire bancaire. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet qui interroge les trésoriers et tous les aficionados de la technologie appliquée à la finance, qui est le sujet de la blockchain et d'un de ses usages concrets pour les trésoriers d'entreprise. Peut-être dans un premier temps, tu pourrais te présenter. Oui, merci. Alors moi, je m'appelle Christophe Lepitre, je suis président d'Business depuis 2 ans et j'ai participé à la création de cette belle start-up. Business, c'est la première plateforme régulée européenne dédiée aux souscriptions et au rachat de parts de fonds. Donc justement, on va partir dans le cœur du sujet d'un point de vue de trésorier. Quoi peut servir la blockchain ? Alors, la blockchain est donc, on est bien d'accord, pas les cryptocurrencies, la technologie sous-jacente, il y en a plusieurs. Nous, on s'est emparé d'une blockchain dite privée, qui a des qualités particulières que n'ont pas les blockchains publiques. D'abord, sans rentrer peut-être dans des explications ultra techniques, les blockchains privées ont une gouvernance très particulière qui en assure la sécurité. Et puis peut-être aussi, faut-il mentionner, parce que c'est au cœur des préoccupations de chacun, les blockchains privées sont peu consommatrices en énergie. C'est quelque chose qu'on a regardé très précisément il n'y a pas très longtemps. Non seulement les blockchains privées consomment beaucoup moins d'énergie que les blockchains publiques, comme le Bitcoin d'ailleurs, pour ne pas le citer, qui est vraiment un gouffre énergivore, très déraisonnable. Alors les blockchains sont répliquées sur une multitude de registres distribués et surtout ce type de blockchain utilise pour la validation des transactions des protocoles qui organisent une compétition entre ordinateurs et cette compétition est très consommatrice d'énergie, très dissipative. Nous, on fait pas ça, on organise la validation des transactions avec plusieurs nœuds, mais pas dans un mode compétitif. Et même, on a été jusqu'à essayer d'estimer ce que pouvait consommer la chaîne actuelle, qui est traditionnelle, non blockchain. Et on est arrivé à la conclusion qu'on consommait probablement entre 2 à 3 fois moins d'énergie que le dispositif actuel. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait retrouver dans une banque ? Ce qu'on pourrait retrouver dans la chaîne actuelle de transactions qui implique un certain nombre d'acteurs, dont Euroclear, dont les banques, etc. C'est une chaîne assez longue, plutôt intermédiaire, où par nature, l'information est répliquée à plusieurs endroits. D'accord. Donc, les qualités de la blockchain, on commence à les discerner. Beaucoup d'acteurs industriels utilisent cette nouvelle technologie pour leurs propres opérations, mais sont des qualités, j'allais dire, de notaire, c'est-à-dire de notaire électronique, on va dire, c'est-à-dire enregistrement des transactions, immuabilité des transactions enregistrées, auditabilité et sécurité. Donc, c'est un notaire électronique qui permet d'enregistrer les transactions, les documents aussi, de manière sûre et immuable. D'accord. Donc ça, c'est on va dire ce que la technologie apporte en termes de qualité à la donnée. Maintenant, en termes d'application, de quel type d'usage le trésorier pourrait bénéficier
Oh, le trésorier ne va pas bénéficier directement des bénéfices de la blockchain, il va en bénéficier à travers l'utilisation d'une plateforme comme Isness ou comme d'autres d'ailleurs, puisqu'on voit que cette technologie va être adoptée par un grand nombre d'acteurs avec le temps finalement. C'est l'incorporation de cette technologie dans des solutions plus larges qui viennent répondre à des besoins côté investisseur comme côté société de gestion. Et alors nous, on s'est emparé de ça il y a maintenant 4 ans. On a développé pendant 2 ans, on a fait nos premières transactions en 2019. Et ce qu'on a fait finalement, si on veut le résumer en très très peu de mots, c'est on s'est appliqué, si tu veux, à ouvrir un canal de communication direct entre les investisseurs de tout type, y compris les trésoriers, et les sociétés de gestion. D'accord. Donc direct, ça veut dire techniquement direct, réglementairement direct, et complètement désintermédié, autant que faire se peut, par rapport à la chaîne actuelle. Qui, elle, passe par un intermédiaire. Qui passe par plusieurs intermédiaires, par exemple, à commencer le teneur de compte titre du trésorier, et puis pour les fonds qui sont de droit français, Euroclear, et puis le centralisateur et teneur de registre de la société de gestion, ce qui fait quand même pas mal d'acteurs. Ces acteurs-là sont remplacés par Isness grâce à la blockchain et grâce aussi au fait que très tôt, la réglementation française a considéré que cette nouvelle technologie apportait suffisamment de garanties en termes d'enregistrement des transactions et de tenue de registre. Donc c'est une porte en fait qu'ils ont ouverte très tôt, fin 2018, début 2019, et qui nous permet d'opérer aujourd'hui. D'accord, donc on met en direct l'usager et le fournisseur du service lui-même, le fonds et le trésorier, disons. Mais concrètement, comment ça se passe? Comment les transactions sont réalisées? Les transactions sont réalisées électroniquement avec une solution nous qu'on propose en SaaS, donc via un portail internet, ou bien on trouve aussi chez nos clients trésoriers des gens qui souhaitent automatiser encore plus cette chaîne de transmission des ordres en connectant leur propre système de gestion de trésorerie avec la plateforme. Donc là, on peut très bien envoyer des ordres vers la plateforme et recevoir des informations de la plateforme Isness en utilisant une couche API. On peut aussi envoyer des messages Swift, on peut aussi envoyer des fichiers plats. On est très flexible quant à l'échange d'informations entre les participants et la plateforme. L'objectif, c'est quand même, in fine, d'obtenir un process le plus automatisé possible, sans couture, pour essayer d'apporter les bénéfices d'un parcours complètement digital à l'ensemble de nos clients, trésoriers compris. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a encore des gens qui, par nécessité, opèrent soit par mail, soit par fax, soit même à la voix pour passer leurs transactions. Donc, si on se place du point de vue de l'investisseur, du trésorier d'entreprise, on s'est attaché à dessiner un parcours totalement digital. Donc pour le trésorier, le fait de recourir à une blockchain, d'un point de vue technique, ça implique forcément un parcours 100% digital, mais quelque part, la technologie elle-même, elle est transparente. C'est-à-dire qu'il va utiliser soit la plateforme qu'il utilise actuellement parce qu'elle sera connectée via API, soit une plateforme dédiée et qui ressemblera à une plateforme d'ordre, j'imagine, comme on en trouve ailleurs. C'est totalement transparent pour les utilisateurs. L'utilisateur ne voit pas la blockchain. La blockchain, c'est un des composants de la solution, mais qui n'est pas apparent. On n'est pas comme avec la gestion de crypto-monnaies où il faut gérer des portefeuilles, etc. Non. Où il y a un besoin de connaissance, enfin de rentrer dans la technologie de la blockchain. Non. Donc, soit le trésorier décide de tenir son carnet d'ordre directement sur la plateforme, soit il tient son carnet d'ordre dans ses outils habituels, qui sont ses outils de treasury management. Donc, nous, on parle évidemment avec les éditeurs de ces solutions-là, on parle avec un certain nombre d'éditeurs à la demande de nos clients pour offrir des solutions natives entre l'outil de gestion de trésorerie et la plateforme. D'accord. Donc là, on parle donc d'un trésorier qui passe un ordre. Cet ordre, parce qu'il passe par une blockchain, il a une valeur juridique qui vaut contrat et donc qui est effective. Maintenant, le sujet du paiement. Parce que là, on a la partie contractuelle. Maintenant, comment est-ce qu'on va gérer le paiement? Oui, exactement. Pour revenir à la première partie de ta remarque, effectivement, la réglementation française, la loi même,
stipule que dès lors qu'une transaction est enregistrée dans une blockchain, dans la loi française, ils appellent ça un dispositif d'enregistrement électronique partagé, un DIP. Euh, on est spécialiste des acronymes. Mais donc, dès lors qu'on enregistre une transaction dans une blockchain, ça vaut preuve de propriété. Donc, c'est ça qui est fortement disruptif du point de vue réglementaire et qui a permis à Isness de construire cette solution. Alors, pour ce qui est des paiements, les paiements, en fait, ne sont pas sur la chaîne, ne se font pas à l'aide de jetons. Les paiements suivent le circuit traditionnel bancaire. Autrement dit, si moi je suis un trésorier d'entreprise, que je veux acheter une part de fonds auprès de mon ou mes fournisseurs habituels, je passe par Isness pour instruire l'ordre. Et là, finalement, j'ai deux solutions. Soit je garde, moi, la maîtrise de mes flux et j'exécute les paiements. Donc, je débite mon compte cash et je crédite directement le compte cash du fonds parce que c'est une relation qui est déjà établie et puis je fais ça dans mon outil. Soit je donne un pouvoir, je délègue ça à Isness, qui est entreprise d'investissement régulée, qui peut le faire. Et c'est Isness qui va débiter mon compte cash et créditer directement le compte cash du fonds. Donc, j'insiste sur le fait que cet argent ne passe pas par Isness. Et il suit un circuit bancaire, j'allais dire, traditionnel. Mais la banque n'est pas forcément au courant qu'il s'agit de ce type de transaction-là, vu que ce n'est pas via elle que l'échange a été réalisé. Non, alors évidemment, la banque, si elle regarde les mouvements sur le compte, constate des entrées et des sorties. Mais il est clair que le banquier habituel n'a plus de visibilité sur les investissements réalisés par le trésorier d'entreprise. D'accord, donc ça peut être considéré comme un avantage aussi de passer par ce genre de choses. Oui, certains de nos clients considèrent qu'ils retrouvent une certaine forme de tranquillité et de confidentialité dans le choix de leur véhicule d'investissement. Autrement dit, pour être clair, s'ils choisissent d'investir dans un véhicule qui est externe au groupe de leur banquier habituel, ils s'exposent pas à un coup de fil le lendemain pour dire « mais pourquoi tu as acheté ça? Nous, on a des produits formidables, il faut absolument qu'on t'en parle. » Oui. Donc, c'est un bénéfice qui, très honnêtement, on n'avait pas, nous, anticipé, mais certains de nos clients nous ont dit que ça leur plaisait bien comme idée. Et est-ce qu'on peut s'attendre aussi à d'autres avantages comparatifs par rapport au fait de fonctionner par un circuit traditionnel, pas par une blockchain, on va dire? Alors oui, mais il y en a plein. Mais tous ces avantages-là, finalement, dérivent du fait qu'on établit un circuit très court, le plus court possible en réalité, entre le producteur de fonds et le consommateur de fonds. Donc les avantages, il y en a vraiment un certain nombre. Le premier avantage, c'est, je dirais, tout ce qui tient au passage d'ordre. D'abord, quand on passe un ordre sur Isness, quelle que soit la nature de l'investisseur, y compris les trésoriers, on a une représentation du statut de l'ordre en temps réel. On sait où il en est dans son cheminement jusqu'à la société de gestion. Ensuite, on bénéficie sur la plateforme, comme c'est en circuit court, là encore, d'un avantage qui est reconnu comme un bénéfice réel chez les trésoriers, c'est qu'il n'y a pas de cut-off technique. Autrement dit, le trésorier retrouve un peu plus de flexibilité dans la gestion de sa trésor, puisqu'il peut souscrire jusqu'au dernier moment par rapport au cut-off du fonds. Et donc, il retrouve une demi-heure, une heure et demie, en fonction des situations, de plus pour faire sa trésor. Un autre bénéfice qui a été identifié et apprécié, c'est que le fait qu'on puisse passer des ordres à l'avance, des ordres futurs, sur des réels futurs. Ça a l'air bizarre, mais dans le dispositif d'aujourd'hui, c'est pas possible. Ah, c'est étonnant. Donc, au fond, disons que c'est arrangé dans la catégorie des bénéfices de flexibilité. Il y a aussi un point dont on n'a pas parlé, qui tient pas celui-là au passage d'ordre, mais qui tient à l'entrée en relation entre un trésorier et ses sociétés de gestion partenaires, c'est toute la gestion du KYC. Parce que la solution embarque en fait un module d'entrée en relation, et dans cette partie de l'application sont gérés, entre autres, le KYC. Et le KYC, c'est une nécessité réglementaire, mais c'est assez pénible. Donc il s'agit de remplir un questionnaire, de réunir des documents. Donc le faire une fois, c'est déjà assez pénible, mais le faire autant de fois que de sociétés de gestion partenaires, c'est encore plus pénible. Dans Isness, en fait, une fois qu'on a fait le KYC,
et qu'il a été validé par la plateforme. Ce document, ce questionnaire et les documents qui lui sont associés sont partageables à l'initiative du trésorier avec toutes les sociétés de gestion de son choix qui sont présentes sur la plateforme. Autrement dit, l'investisseur qui entre en relation avec Isness, qui fait son KYC, le fait une fois, pas deux, quel que soit son nombre de fournisseurs. Et pour la mise à jour de son KYC, qui est là aussi quelque chose de régulier, il le fait une fois, pas deux. Donc ça, c'est appréciable des deux côtés en réalité, côté société de gestion comme côté investisseur. D'accord. Donc maintenant, on va passer à la partie un peu moins sympa, les limites. C'est-à-dire que malgré tout, j'imagine que d'une certaine manière, si on a certains avantages d'un côté, de l'autre côté, on peut avoir aussi quelques limites. Aujourd'hui, les limites de notre solution, c'est des limites qui tiennent à la jeunesse, à la genèse même, mais à la jeunesse de la plateforme. C'est-à-dire qu'une plateforme, c'est un lieu où se retrouvent producteurs et consommateurs de fonds. C'est encore en construction, au sens où il y a encore des gros fabricants de fonds monétaires qui sont en train d'onboarder la plateforme ou qui songent à le faire, mais qui ne sont pas encore connectés. Par conséquent, l'offre de fonds monétaires est belle, mais pas suffisamment complète. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour un trésorier d'entreprise, il ne va pas nécessairement trouver tous ses fournisseurs à date. Mais pour autant, premièrement, il y a un certain nombre de nos clients que ça ne gêne pas et qui opèrent avec leur circuit traditionnel d'investissement et Isness à côté pour les fonds qui sont référencés. Donc, ils pourront témoigner que ça leur complique pas la vie plus que ça. C'est tout à fait opérable. Et puis, quand on regarde quand même l'offre qu'il y a sur Isness, en termes de fonds monétaires en tout cas, on a regardé ça très récemment avec Valérie, notre directrice commerciale, on s'est aperçu, mais c'était plutôt une bonne surprise, que dans un best-of year-to-date, donc de perf de fonds monétaires en 2021, parmi les 20 premières parts de fonds disponibles dans une sélection qu'on avait faite sur Euro Performance, on avait 8 parts référencées. Donc c'est plutôt sympa. Ça veut dire que l'offre n'est pas encore suffisamment pléthorique et il manque quelques gros acteurs, mais elle est belle. Elle est suffisamment fournie et assez belle. D'accord. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on aborde un sujet un peu plus global, qui est la relation entre les banques et les fintech. C'est une relation dont on parle beaucoup. On voit qu'on a évoqué le terme de désintermédiarisation. Comment est-ce que tu vois les choses? C'est-à-dire que toi, quelque part, tu as un service qu'on pourrait penser être plutôt agressif du point de vue d'une banque. Comment ça se passe, votre relation avec les banques? Et comment est-ce que tu vois globalement les acteurs de ton secteur interagir avec les banques? Pour ce qui est des relations générales des banques avec les fintechs, je pense qu'on peut dire qu'elles ne sont pas bonnes. Une bonne illustration, c'est les critiques faites par le représentant de la Fédération bancaire française récemment. D'ailleurs, il y a eu une réaction très intéressante de la part du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a répondu directement à ce représentant de la Fédération bancaire française en disant « Travaillez mieux ensemble parce que il me semble que vous vous trompez d'adversaire. Vos adversaires ne sont pas les fintechs, vos adversaires, ce sont les GAFAM qui un jour, à force de faire des paiements, vont faire du crédit et vont faire du placement. Donc, essayer de trouver un terrain d'entente. » Ça, c'est le tableau général de peut-être la crispation entre le monde au sens large des fintechs et le monde au sens large des banques. Nous, on n'observe pas ça. On observe des gens qui sont plus collaboratifs, plus ouverts et plus constructifs. Ils ne vous voient pas comme leur prenant en fait une partie du marché. Mais si, mais ils sont arrivés à la conclusion, ils voient cette évolution se réaliser depuis maintenant 3-4 ans. Ils sont arrivés à la conclusion qu'ils allaient se repositionner sur des services à plus forte valeur ajoutée et qu'il fallait abandonner ce segment finalement. Si tu veux brosser une comparaison dans un autre secteur de l'économie, c'est un peu celui, tu vois, des compagnies aériennes et des agences de voyage dans les années 90, pour ceux qui ont connu ça. Donc
donc des gens qui sont moins jeunes que toi. À l'époque, pour acheter un billet d'avion, il fallait aller dans une agence de voyage. C'était une époque où les compagnies aériennes ne connaissaient pas leurs clients, parce que la vente de billets se faisait à travers un réseau ou plusieurs réseaux d'agences de voyage. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que demain, toutes les transactions passeront par des solutions, des blockchains ou des solutions équivalentes, et plus par les banques. J'en suis convaincu. Et même après-demain, c'est donc 2024, les banques centrales vont proposer une nouvelle modalité de circulation de la monnaie banque centrale, donc une monnaie numérique de banque centrale. On a, nous, Business, participé à une expérimentation en fin d'année dernière avec la Banque de France, où on a, dans une même journée, acheté des fonds monétaires, justement, en payant avec une monnaie numérique de banque centrale qui avait été émise le jour même par la Banque de France, fonds monétaires qu'on a revendus l'après-midi, des vrais fonds monétaires avec du vrai argent, et on a rendu à la Banque de France cette monnaie digitale de banque centrale en fin de journée. Donc on a apporté la preuve qu'on pouvait utiliser un nouveau moyen de paiement sans passer par les banques commerciales. Donc à cet horizon-là, on peut très raisonnablement penser que on pourra se passer des banques commerciales, y compris pour la partie paiement. Oui, c'est-à-dire que le circuit complet juridique plus paiement pourrait se faire complètement de manière désintermédiarisée. Ouais. Donc c'est pas une obligation. Donc je pense qu'il y aura des acteurs qui préféreront peut-être garder un circuit de paiement traditionnel. Ça sera une possibilité. Non, mais ça donne une vision sur le champ du possible, en effet, intéressante. Donc si tu reviens si tu essaies d'observer ce qui s'est passé dans le secteur aérien, c'est très similaire finalement à plusieurs années d'intervalle, à 20 ans d'intervalle. Parce que tu as un ensemble de compagnies aériennes qui se sont structurées, cotisées pour construire des plateformes de ticketing. Aux États-Unis, la plateforme s'appelle Sabre, elle existe toujours, et en Europe, la plateforme s'appelle Amadeus, elle existe toujours. Donc, ce sont des gens qui sont des opérateurs, des fournisseurs de voyages, qui ont décidé de coopérer entre concurrents, ce qui n'est pas toujours évident, pour construire leur propre infrastructure. Et depuis, donc, les compagnies aériennes connaissent très précisément leurs clients, font des offres adaptées, des programmes de fidélité, etc., etc. Ce qu'elles ne pouvaient pas faire avant, puisqu'elles ne les connaissaient pas. Donc voilà aussi un mouvement de désintermédiation. Et si tu te places maintenant du point de vue des banques, c'est-à-dire des agences de voyage, elles font d'autres choses. Et elles font des choses beaucoup plus intéressantes. Tu vois, elles te packagent des voyages, elles te font de la logistique dans des pays lointains, elles te font des propositions culturelles, sportives. Elles ont plus la même place sur le secteur, quoi, par contre. Elles sont montées en gamme, en fait. Donc, elles te font pas de la marge sur du billet d'avion, tu vois, ou du billet de train. Elles te proposent autre chose. Je crois qu'on va observer la même chose avec les banques. D'accord. Ouais, donc oui, donc beaucoup de changements, donc potentiellement aussi un peu de friction au passage. Après, ça, c'est l'avenir nous le dira. Mais merci beaucoup pour toute cette vision du présent et du futur. Merci à toi. Merci pour ton témoignage et à bientôt, Christophe. Merci Jean-François. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.